La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle interview Légendes du sport. Vous le savez, nous sommes il y a une année olympique 2024, ça y est, on y est, les Jeux c'est dans quelques mois et on a envie avec Aymeric d'évoquer quelques grands souvenirs, des médailles d'or, peut-être aussi certaines défaites pour certains sportifs, mais aujourd'hui on va parler d'or, on va parler de football. Aymeric, on a un invité qui nous attend. Le football, les médailles d'or, on n'en gagne pas souvent, hein. Oui, c'est vrai. Même si depuis quelques années l'équipe de France de football professionnel, comme on dit, gagne la Coupe du Monde, voilà. Aux Jeux Olympiques, l'équipe de France de football nous fait moins rêver que l'équipe de France de handball, sauf sur cette année 1984, où on va revenir sur cette année 1984 avec notre invité, c'est François Brisson. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour François. Alors déjà, la première question, comment ça va et qu'est-ce que vous devenez, François ? Écoutez, le temps passe. Je vais avoir 66 ans au mois d'avril, donc les années passent comme tout le monde. Je suis retraité du foot. Je suis retraité tout court et du foot aussi depuis 2017 où j'ai cessé de travailler avec l'Olympique de Marseille. Et toujours dans le sud de la France. Vous y êtes bien. Dans le sud et dans le nord. Oui, les deux. À mi-temps entre Marseille, Cassis et le nord où j'ai une maison sur Arras. Aymeric, on va parler de la grande histoire des JO avec François. On va évoquer plein de souvenirs. On va parler de votre histoire aussi avec les Jeux Olympiques en tant que spectateur, supporter. Mais notre première question, Aymeric, on parle souvent d'Mbappé en ce moment, mais en 84, comment ça se passe ? Déjà il y a 4 ans également, il y a 4 ans, Mbappé qui faisait le forcing pour aller jouer aux Jeux Olympiques. À l'époque, en 1984, c'était peut-être un peu différent. Les joueurs qui jouaient dans l'équipe de France A n'allaient pas dans l'équipe olympique. Comment ça se passait à l'époque, François ? Ici, moi j'avais une sélection déjà en 84, j'avais été pris une fois, mais je crois qu'il fallait pas avoir plus de 3 sélections. Il faut savoir, en 84, il y a eu l'ouverture aux professionnels. Donc c'était la première fois que les joueurs professionnels de foot participaient aux Jeux Olympiques. Donc c'était nouveau, quoi. C'était vraiment nouveau. Donc il y a eu Michel Hidalgo qui a fait sa liste pour l'Euro 84, et 2 mois plus tard, il y avait celle d'Henri Michel pour les JO de Los Angeles. On était 17 joueurs de clubs de D1. J'étais joueur de Lens et on était 17 joueurs de Ligue 1 française. Donc c'est une équipe de France 100% Ligue 1, quoi. Ça se passe comment ces JO ? Vous avez des qualifications 1 an, 2 ans avant ? Oui, alors il y a eu une poule en Europe. Il y a eu plusieurs poules de qualifs en Europe et nous on était tombés avec l'Espagne et la Belgique. Donc, fallait sortir premier de ce groupe. Le premier match, donc ça a lancé le tournoi, ça a lancé cette équipe. On va gagner en Espagne 1-0. Donc, ça a vraiment un hold-up. C'était un hold-up. On était à Séville, il y avait je sais plus combien, le stade qui était plein. Il y avait Butragueño, Michels. Je crois qu'il y avait Zubizarreta peut-être dans les buts. Je ferais retrouver cette équipe Espagne. Donc, il y avait une grosse équipe Espagne et on va les surprendre à Séville, et je pense que ça met tout de suite ça nous met le pied tout de suite à l'étrier pour cette sélection, quoi. Ça a lancé l'esprit de cette équipe. Et quand vous avez été sélectionné au tout départ pour ces qualifications, j'imagine que vous avez joué pour se qualifier et aller participer à ces premiers jeux où les professionnels ont le droit de participer. Mais est-ce que déjà vous aviez en tête de gagner cette médaille ? Vous savez, c'était pas prévu, Ouais. Cette équipe a été créée comme ça, c'était un coup de bol. Tiens, les professionnels, on y va. Henri Michel, qui a arrêté de jouer à Nantes, est devenu entraîneur de cette équipe. Ils lui ont demandé de faire un groupe. Ça a été un peu un truc qui sortait de l'ordinaire, quoi. C'était pas prévu au début. Cette équipe ne devait pas exister. Donc c'était un concours de circonstances heureux. Et donc Henri Michel a fait un premier groupe qui a beaucoup changé. Le groupe de qualif n'est pas forcément le groupe qui a été aux Jeux Olympiques. Donc il y a eu les matchs aller-retour contre l'Espagne, aller-retour contre la Belgique. On sort premier du groupe et on a joué un match de barrage contre l'Allemagne. Ah, il y a match de barrage. Ah oui, d'accord. En plus, on a rencontré l'Allemagne qui était premier ou deuxième dans notre groupe, et la même chose, on fait match nul 1 partout au Parc des Princes et on va gagner 1-0 là-bas.
Donc et encore un match un peu comme contre l'Espagne, un peu hold-up où on est secoué, on est bougé, mais l'équipe c'est une équipe voilà qui s'est révélée très très dure à jouer, qui est capable de gagner avec un seul but. Donc ça mettait cette période de qualif a vraiment lancé le groupe et cette équipe et l'esprit de cette équipe. Et bon après voilà, donc nous on était vous savez, on est une génération, la génération des joueurs de 70. C'était voilà, pour nous les Jeux Olympiques, c'était ça représentait la compétition la plus importante du sport. Oui. Donc c'était un cadeau quoi. Moi j'ai pris ça comme un cadeau exceptionnel. C'est quoi une opportunité exceptionnelle quoi. On vous dit alors on va faire les Jeux Olympiques. Bon bah écoutez. Bon, nous, il n'y avait pas la Coupe du Monde pour tout le monde, mais là, c'était une opportunité pour les joueurs qu'on était en 84. C'était sensationnel. Et en plus à Los Angeles, aux États-Unis, quoi. Ouais, ça représente. Mais c'est vrai que à Aymeric, on se dit tiens le football, c'est vrai que c'est pas forcément un sport olympique, mais on peut expliquer pourquoi l'Uruguay a 4 étoiles sur le maillot. Ah oui, bien sûr. L'équipe d'Uruguay qui a gagné des tournois, olympiques avant les coupes du monde, mais c'était effectivement avant 1930, avant l'arrivée de la coupe du monde telle qu'on la connaît, Jules Rimet, etc. Oui, effectivement, c'est le tournoi olympique qui était le tournoi mondial de référence. Mais tu l'as dit, Jérôme, le foot n'est pas considéré comme une discipline olympique classique puisqu'on pense avant tout à l'athlétisme, la natation, etc. Comment vous avez vécu cette qualification? Vous alliez là-bas dans quel état d'esprit? Est-ce que c'était pas une Coupe du Monde? Vous étiez pas parmi les athlètes qu'on attendait spécialement? Voilà, dans quel état d'esprit vous étiez en partant à Los Angeles? Oh bah nous on était dans l'esprit de 84. On en avait assez de perdre. Voilà, je pense que l'ensemble derrière Michel Platini était le fer de lance du football français qui a tout déclenché. Qui a qualifié la France en 78 et 82, il qualifie la France aux Coupes du Monde. Bon, il fait un Euro 84 fantastique où il monte la voie à suivre pour tout le foot français. Et je crois que nous on était comme ça, on en avait assez de perdre contre les Allemands, on gagne rien en France On gagne rien, on était nulle part, donc on en avait assez et on avait le désir de gagner des matchs, on avait le désir de remporter des tournois, voilà. Je crois qu'on était, mais on se posait pas de questions. Mais on était, il y avait une grosse ambition. Il y avait une grosse ambition et on jouait pour gagner. On jouait tous les matchs pour les gagner. La victoire au mois de juin des A, elle vous booste? Déjà en 82, on voyait déjà que l'équipe. Moi, j'ai suivi Michel Platini. J'étais joueur de PSG. J'allais voir l'équipe de France depuis 78, même 75. J'étais même à l'ouverture du Parc des Princes en 72. Donc, je suivais tous les matchs à Paris. Je suivais la progression du football français, Saint-Étienne. J'étais au Parc des Princes pour des matchs de Ligue des Champions. Donc donc je m'étais forgé une belle opinion du football de haut niveau et en 84 on en avait assez quoi. Je crois que les joueurs français, en tout cas notre génération derrière Michel Platini avait envie le Séville, je crois que ça a été un truc non plus jamais ça. Plus jamais. Moi, ça. Ça nous a tous marqué, mais effectivement, vous arrivez à Los Angeles, vous intégrez le village olympique. Comment ça se passe avec tous ces athlètes qui sont autour de vous, qui sont peut-être eux les stars qu'on attend, les stars de l'athlétisme, de tous les autres Carl Lewis, par exemple, j'imagine qu'il y avait Carl Lewis. Écoutez, d'abord, on va pas à Los Angeles. On va sur la côte est où on fait le tournoi de qualif. Il y avait une poule de qualif. D'accord. Il fallait gagner la poule de qualif pour aller au village olympique. Ah oui. Donc on atterrit à New York, on passe par Annapolis, à Baltimore, Annapolis où on va dans un hôtel et là on joue la Norvège, le Chili et le Qatar. Voilà, on passe une semaine à jouer Qatar, Norvège, Chili. Voilà. Et on sort premier du groupe et là, on va à Los Angeles, on traverse les États-Unis et on arrive au village olympique. Mais si on n'avait pas fini premier du groupe, on était nulle part. On serait rentré en France sans avoir été au village olympique. Ça aurait été dommage. Donc
Voilà, donc on n'aurait pas connu les Jeux et l'esprit du village olympique. Alors le village olympique, c'était l'université de UCLA, l'UCLA. Oui. C'était la grosse université américaine. On était logés dans l'université, dans des bâtiments de l'université. Et le stade olympique faisait partie, le stade d'athlétisme olympique faisait partie de l'université. Donc l'accueil a été un peu froid des autres athlètes français. On était dans le même bâtiment. On était un peu bon. Peut-être que les professionnels, les footballeurs, bon, on a senti qu'il y avait un petit, Ils pensaient que vous aviez pas forcément votre place au JO. Non, nous, on s'en foutait, nous. Oui, nous, on avait notre place. Ouais, vous savez, pour nous, c'était du sport, hein. Ouais. Nous, on fait du sport, hein. Le foot, c'est du sport, hein. Et là, c'est la fête du sport, hein. Les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport, hein. C'est tout, hein. Pour nous, c'est la plus grande fête du sport, et on était contents de participer à ça. Maintenant, bon, après, les autres, c'est vrai que tous les athlètes on n'a pas eu un accueil champagne, hein. ils nous ont pas. Mais bon, on a sympathisé par contre. On a sympathisé. Alors il y avait les basketteurs qui étaient avec Dubuisson, avec Monclar, avec Sénégal, je crois. Donc qui étaient footeux, qui étaient assez proches. Moi, il y avait quelques athlètes athlétisme. Joseph Mahmoud, qui savait son frère qui joue au foot. Donc Joseph Mahmoud, on a sympathisé. Il y avait un noyau d'athlètes qui discutaient avec nous, mais pas tout le monde. Oui. Pas tout le monde. Par contre, quand on a commencé à gagner en quart, demi-finale, là, on a senti qu'on était que les rapports évoluaient un peu. Ouais. Et à quel moment vous avez senti que ça pouvait basculer, que vous pouviez aller au bout, que vous pouviez gagner? On a eu du mal. Les qualifs ont été laborieuses. On n'avait pas eu trop de préparation en Europe. On avait fait qu'un match amical, je crois, contre le Cameroun, où il y avait même Roger Mila qui jouait. Donc il y avait l'équipe olympique du Cameroun, il y avait Roger Mila, donc ils avaient l'équipe nationale. On avait été laborieux en préparation, laborieux au premier tour, mais on était passé. Et à partir du moment où on arrivait aux Jeux Olympiques, c'était terminé. On était prêts. On était là. On a senti on a déroulé. Pour moi, on a déroulé les 3 matchs après. On a déroulé. Il pouvait pas nous arriver grand-chose, à mon avis. Est-ce que vous avez quelques anecdotes? Alors, on peut déjà citer un petit peu les noms des copains qui jouaient avec vous. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes un peu sympas qu'on peut dire maintenant? Ouais, il y a eu, bien. Bon, les anecdotes sympas, c'est quand on voit Rohr qui est avec Edding Moses, qui pose en photo avec Moses, ou Yamashita. Donc on avait tous ces super athlètes là, qui se baladaient dans le camp, donc on prenait des photos. Moi je vois passer l'équipe de basket américaine, je me rappelle, mais bon, j'ai pas vu Jordan, mais j'étais en train de prendre une collation un après-midi après la sieste. Je suis au réfectoire et je vois Stockton, je vois Pat Ewing. Arriver avec leur serviette sur la tête, à passer devant le réfectoire. Donc l'équipe américaine qui revenait de l'entraînement. J'ai dit tiens, voilà, ils sont là. Bon, c'était pas encore la Dream Team, mais bon, il y avait moi je m'intéressais à tout ça. Et la même chose, la veille de la finale, je vais prendre un repas au réfectoire et il y a Ulrike Meffart. Donc il y avait Ulrike Meffart, la sauteuse en hauteur allemande, qui était championne olympique à 16 ans en 72. Et elle était revenue en 84. Et je prends ma collation avant avec elle en face d'elle dans le restaurant. Et 2 heures plus tard, elle est à nouveau championne olympique, 12 ans plus tard. Donc ça, c'est pas mieux. Donc, et moi, je me dis, mais je la connais. Quand je la vois en face de moi, je me dis, je la connais. Mais c'est la jeune, c'est Meffart, elle a vieilli, mais c'est elle. Et 2 heures après, elle est championne olympique. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe pour nous demain, quoi. Est-ce qu'il y a quelques fiestas? Est-ce qu'on fait des fiestas au milieu des jeux après des victoires? Il y avait non, pas trop. Moi, on n'était pas trop. Ça a été plus fiesta peut-être dans le premier tour à Annapolis. Quand on était en qualif, on était au bord de mer, on avait un hôtel au bord de la mer, on a été faire une balade en bateau, on a été pêcher en mer, voilà, c'était un peu plus tranquille, le tour de qualif. Mais une fois qu'on était dans le village, non. Ça a été, on a joué tous les 3 jours, fallait, voilà, là, c'était le truc, le podium, c'était la route vers la médaille, quoi. Donc,
Et on a déroulé, on était prêts, on était affûtés, là, on était prêts à la bagarre, quoi. Et Bon, on va parler de la finale. Mais on va parler de cette finale, Émeric. Oui. Hein, combien de spectateurs? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Plus de 101 000 spectateurs. Oui, c'était mais officiellement. Contre l'Égypte, il y avait 70 000. Ouais. Contre la en Yougoslavie en demi-finale, il y avait 90 000. Voilà, c'était dans le même stade. Ouais, on a fait 3 matchs dans le même stade. Et dans des stades archi combles et effectivement aux États-Unis qui, oui, à l'époque encore plus, ne connaissaient pas bien le soccer. 101 000 spectateurs, un match d'anthologie contre le Brésil. Voilà, c'est vous qui ouvrez le score à la 55e minute, victoire 2-0 au final. Vous devez encore en avoir des frissons. Voilà, ça c'est forcément le match qui vous a le plus marqué, non? Ah oui, mais bon, c'est l'événement. On sent que c'est un gros truc. Bon, il y a l'entrée dans le stade on voit le stade qui est plein. Bon, après, on sait que c'est une finale, qu'il y a qu'un match. C'est Highlander un peu. Moi, j'ai l'esprit Highlander. Il faut qu'il en reste qu'un. Ça, voilà, il doit en rester qu'un. C'est ça, c'est le genre de match. Vous dites, c'est rare, quoi. Hein, ouais. Bon, moi, j'ai pas joué. C'est des finales, quoi. Il y a qu'un match. Il faut un vainqueur. On retient le vainqueur. Et puis vous êtes les seuls à avoir gagné. Hein, c'est rare. Et puis depuis 84, après, en plus. On est la première équipe de sport collectif française à avoir gagné aux Jeux Olympiques, ouais. avant le hand, avant le volley, avant tout le monde. C'est important de le signaler, ça. Oui, il y a ça aussi. Mais la finale, ouais, c'est global. Il n'y a pas que le match. Il y a après le tour d'honneur, la remise des médailles, le retour dans le vestiaire. Donc c'est un truc marquant parce que on a l'impression, voilà, c'est pas un rêve. Hein. On n'était pas des rêveurs, mais bon, c'est un truc. On sent que c'est costaud, quoi. C'est rare, quoi. Parlez-nous de votre but, François. Parlez-nous de votre but, ce match, votre préparation, et c'est vous qui ouvrez le score, 1-0. J'imagine que. Ouais, bon, il y a une action. Bon, le match était très serré. On était une équipe un peu de contre, hein, on était très costaud défensivement. Tout le monde travaillait. Tous des très bons joueurs de D1, tous des joueurs confirmés de D1, qui avaient de la bouteille. Bon, il y avait entre 22 et 30 ans. Je crois que le gardien de but Albert Rust avait 30 ans. Moi, j'avais 25 ans. Il y avait Ayash qui avait peut-être 22 ans. Donc c'était une équipe. Il était champion de France, Ayash, à 22 ans avec Nantes. Donc il y avait beaucoup de joueurs confirmés. Donc c'était très solide. Et la première mi-temps contre le Brésil, bon, on leur a laissé un peu le ballon. Ils se sont cassés les dents un peu. Bon, c'est vrai ils ont eu quelques occasions, mais ils se sont cassés les dents. Et ça s'était un peu passé comme ça en qualification contre l'Espagne et l'Allemagne. Vous voyez, c'était un peu ce genre de match. On savait qu'à l'usure, on avait les arguments. Et bon, après, moi, j'avais le sentiment que s'il y a une occasion, il faut marquer, quoi. C'est le genre de match, s'il y en a une, il faut la mettre au fond, quoi. T'en auras pas deux. Tu sais pas si t'en as deux, quoi. Donc, il faut être en éveil constamment, faut être à l'affût, après, faut être prêt, quoi. Faut être prêt, quoi. Tu sais que si t'es au 18 mètres, on te laisse une opportunité, voilà, c'est le genre de match que tu dois, c'est comme ça, quoi. La compo, Albert Rust, William Ayash, ouais. Michel Bibard, Dominique Bijotin, vous, François Brisson, Philippe Janol, Guy Lacombe, Jean-Claude Lemoux, Jean-Philippe Rohr, Danek Zereb et Jean-Louis Zanon. Les remplaçants, il y avait Michel Bensoussan, Patrick Cuben, Patrice Garand, Didier Sénac, Jean-Christophe Touvenel et José Touré. Voilà le groupe. Qui était blessé, je crois que Sénac, il était plus là. Sénac était retourné en France, il s'était fait casser la mâchoire en demi-finale. Et je pense que José Touré avait été blessé contre la Norvège, je sais pas s'il était remis, et Touvenel aussi. Donc je sais pas si tous les joueurs du banc de touche étaient prêts. Ouais. Mais bon, il y avait que 2 changements en plus à l'époque. Hein, on était toujours sur les 2 changements. Et il y avait que 2 changements. Mais bon, pour reparler, voilà, le but c'est venu. Voilà, c'est un centre, une action qui part de la gauche vers la droite. Il y a Jean-Philippe Rohr qui est mis en débordement. Alors par Guy Lacombe peut-être qui le lance. Et après il fait un centre cloche un peu très haut, et bon moi je me suis dit il faut que tu sois dans les 18 mètres, et après c'est pour toi, quoi. Après ça va dedans, mais j'avais un bon jeu de tête, une bonne détente, et voilà, c'était une situation que j'appréciais, quoi. Et bon donc voilà, après ça va au fond dans la lucarne. Bon après on a senti que tout de suite que les Brésiliens, ça leur avait cassé les jambes.
et on a senti qu'ils étaient perturbés, quoi. On a senti qu'ils lâchaient. Moi, j'ai senti sur le terrain qu'ils lâchaient, qu'on les avait assommés, quoi. Vous êtes tout seul au point de pénalty, et puis le saut, ça nous rappelle des images qu'on a vues il y a quelques années là avec Cristiano Ronaldo dans la Juve, le saut énorme. Vous avez sauté très haut quand même pour mettre cette tête. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Moi, je sais que, mais vous savez quand il y a une telle motivation, un tel désir de réussir ce genre de match, voilà, qu'à un moment donné ça sort, on sait pas d'où ça vient, et voilà, quoi, c'est dedans, quoi. Ça décuple les forces. C'est comme ça, il y a des buts en D1 comme ça, vous savez pas, il y a boum, ça part, quoi. Après il y a la réussite, c'était écrit, quoi. Moi j'en sais rien, quoi. Oui. C'était un peu décidé que ça sorte ce jour-là, ça tombe sur moi, j'étais prêt, quoi. J'étais prêt. La remise prêt. Ensuite, la victoire, l'effervescence, la cérémonie. Sur le terrain, on est resté pas mal de temps sur le terrain, à tourner en rond avec Henri Michel sur nos épaules. Donc, on a fêté déjà avant le podium. On a fait. Mes parents étaient là. Mes parents étaient présents dans le stade, donc c'était un beau cadeau pour moi. Donc il y a eu les tours d'honneur après le match tout de suite. On est rentré au vestiaire, on a enfilé nos survêtements et on nous a dit de nous préparer pour le podium. Voilà, le podium télévisé avec les trois équipes. La Yougoslavie qui avait battu l'Italie pour la médaille de bronze était là. Bon, après il y avait les Brésiliens et nous, quoi. Donc après la cérémonie du podium, la Marseillaise. Ouais. Donc la parade olympique, quoi. Donc on voit qu'on connaît dans l'histoire du sport, la grande parade olympique. Et cette médaille, elle est toujours avec vous. Vous l'avez mis dans votre elle musée. est dans une armoire, voilà. Elle est à Arras. Bon, elle est un petit peu jaunie. Elle a pas changé de couleur, mais elle est à Arras chez moi dans ma maison, quoi. Mais comme anecdote, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que j'ai passé toute la semaine, la première semaine là, entre les matchs, j'étais au stade olympique à voir l'athlétisme. J'ai pratiquement vu toute la semaine d'athlétisme. Donc moi qui adorais l'athlétisme, je me suis régalé. J'ai vu Lewis, j'ai vu toutes les compétitions, Moses, Lewis, Sébastien Coe, Awita, Vigneron, Mahmoud, voilà, j'étais présent au ras de la piste pour la grande fête de l'athlétisme. Donc là, j'ai eu vraiment l'impression de participer au jeu, avec le fait de voir les autres athlètes, les autres sports. Là, j'ai eu l'impression de profiter des Jeux Olympiques. Vous étiez partie du tout de l'équipe olympique française. Vous avez ramené cette médaille et effectivement, bravo encore. 40 ans après, c'est ça, 40 ans après, on parle encore de vous et on en est fiers. Et comment ça se passe au retour pour vous? Comment vous êtes reçu par le public? Est-ce qu'il y a une réception à l'Elysée comme on voit aujourd'hui avec les équipes de France? Et puis surtout, pour votre carrière, est-ce que ça a été un booster? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Bon, alors le retour, on est rentré, on a joué le samedi. Le dimanche, on est allé à Malibu se baigner. On a été à la plage de Malibu, passer l'après-midi, manger sur la plage et se baigner. On est rentré le lundi en France. On est arrivé où? C'était, je crois que c'est à Roissy. On est arrivé et il y avait Gérard Houllier qui était là, donc l'entraîneur de Lens, qui était venu chercher. Il était venu nous chercher. Et on est allé avec Daniel Zverev, les deux buteurs de la finale, les deux Lensois. Donc l'entraîneur de Lens était là et il nous a amenés à TF1 et on est passé au journal télévisé de TF1 tous les deux. Donc une interview. Alors je sais plus quel journaliste de TF1. Le journal télévisé de 20h. Donc voilà, et donc là c'est Gérard Houllier qui était venu nous chercher de Lens à Roissy. Il nous a emmené TF1, après on est rentré à Lens et une semaine après je jouais. Une semaine après, on était au Stade Bollaert, on reprenait le championnat de Ligue 1. Donc on a enchaîné, il n'y a pas eu de coupure. La préparation s'était faite là-bas. C'était faite pendant le tournoi. Aucune coupure, aucune vacance. Voilà, on a enchaîné tout de suite. Bon, on a un peu payé ça plus tard, mais on a enchaîné. On a gagné 1-0 difficilement le samedi, mais on a enchaîné tout de suite. Bon, après pour ma carrière, mais après ça, moi ça m'a profité pour aborder les gros matchs. Pour aborder les gros matchs, pour être présent, pour répondre présent dans les gros matchs, pour être bon sous pression. Voilà, c'était un truc acquis, de gagner un gros match. Voilà. Et donc après, quand j'étais joueur, c'était des matchs que j'aimais jouer. J'ai toujours aimé jouer ce genre de match, où il y a un peu de pression, où il faut donner le meilleur de soi-même. Et après, quand j'étais entraîneur,
quand je suis devenu entraîneur, ça a été l'expérience olympique m'a beaucoup aidé dans la mentalité de l'équipe, dans la préparation de l'équipe. Voilà, une équipe qui lâche pas, donc ça m'a aidé dans ma carrière d'entraîneur surtout. Alors on rappelle qu'il y a une belle interview que nous avions fait déjà il y a quelques années sur vos meilleurs souvenirs, toujours sur le site internet de Légende du Sport. Si vous êtes un fan de François Brisson, vous allez pouvoir vous replonger dans les grands souvenirs de carrière de François Brisson. On va parler un petit peu d'actu, Aymeric, et également bien savoir si François est un passionné de sport. Enfin, on l'a déjà compris, hein, quand on passe sa semaine à regarder l'athlétisme. Je me lève pour le basket en ce moment. Je me lève pour le basket, pour San Antonio. Pour Yamal. Ouais. Je suis souvent présent la nuit. Les JO, c'est quelque chose que vous suivez depuis longtemps, François, je crois. Hein. Ouais. Donc le sport, j'avais des parents sportifs. Mon père jouait au rugby, et ma mère, elle faisait du basket. Hein. Mais donc on a été élevé dans une ambiance sportive. On a très tôt pratiqué le hand, la gym avec mon frère jumeau. On a touché un petit peu à tout. Et l'athlétisme, on l'a fait un peu j'ai fait l'athlétisme parallèlement au football. Dès l'âge de 12-13 ans, je jouais au foot et j'étais dans un club d'athlétisme. Hein, et j'avais fait les championnats de France de triple saut en 74. J'avais fini 2e au championnat de France de triple saut avant de venir au Paris Saint-Germain, rentrer au Paris Saint-Germain. Donc c'est un sport que j'ai toujours aimé. Et mes premiers souvenirs de sport, ce sont les Jeux. Donc j'avais 10 ans et ce sont les Jeux de Mexico. Voilà. Donc j'ai les vrais, mais c'est pas des souvenirs de foot, c'est des souvenirs d'athlétisme et des Jeux Olympiques. Notamment Bob Beamon, je me rappelle la télé noir et blanc quand je vois Bob Beamon battre le record du monde de la longueur, 8,90. Je me rappelle quand les Américains le poing levé sur le podium. Tout ça, c'est des images de jeunesse qui m'avaient marqué. Et qui m'ont fait aimer le sport. Et après en 72 les Jeux de Munich, j'avais adoré Mark Spitz, l'américain, le nageur qui gagne 7 médailles d'or et avec 7 records du monde. Là, j'avais trouvé ça exceptionnel. Donc c'était pas des footeux, mais c'était des nageurs, c'était souvent l'athlétisme qui me faisait vibrer, quoi. Par mon club d'athlétisme, je connaissais un peu Guy Dru, Marie-Christine Debourg, donc je connaissais les athlètes français de haut niveau. Il y avait Yves Leroy aussi, qui était champion de France de décathlon. Donc moi j'étais dans un club qui pratiquait le décathlon et je fréquentais ces athlètes. Donc il y avait une ouverture, pas seulement sur le football, quoi. Il y avait, mais moi j'ai toujours été un peu un touche à tout, et j'aimais le vélo, la boxe, tout ça. J'ai toujours suivi tous les grands champions. J'aime bien les grands champions, l'idée du champion, quoi. Ça veut dire qu'au mois de juillet vous allez dévorer les heures de télévision là. Ouais, je vais pas y aller. Je vais être je vais regarder ça à la télévision comme j'ai fait, depuis 68. Hein, j'ai pas raté un seul Jeux olympique. Hein, j'ai regardé tout ça, quoi. Même les Jeux olympiques d'hiver, quand il y avait Fourcade, tout ça, je me suis régalé, quoi. Ouais. J'espère qu'on aura des jeux flamboyants, quoi. Il y a de quoi. La natation aussi, j'adore la natation. Là, il y a Marchand qui arrive. On a une possibilité de médaille avec Marchand, donc il va falloir suivre tout ça, quoi. On va prendre beaucoup de plaisir. Bien, merci beaucoup François. Hein, Aymeric, on s'est régalé. Sûr, ouais. Hein, on a. Oui, bien sûr. Plein de souvenirs et que d'émotions, que seul le sport peut nous procurer, effectivement. Peut-être pas seul le sport, mais en tout cas, le sport est fait pour ça, quoi. Ouais. Il faut que le sport, il y ait des choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour ça. Ouais. Merci beaucoup François Brisson, merci pour ce témoignage. On est reparti dans votre mémoire avec vos souvenirs. 1984, la seule médaille d'or de l'équipe de France. Alors je regardais pendant qu'on était dans l'interview, on avait fait une 2e place en 1900. C'est-à-dire que si on avait gagné 1900, on aurait une étoile de plus. On aurait pu se mettre une étoile de plus si on l'avait voulu. Mais voilà, c'est pas simple, attention, c'est un tournoi. Hein. Eh ben oui, c'est un tournoi, c'est un vrai tournoi avec 7
7 matchs en 20 jours. Et c'est pour ça. 7 matchs en 20 jours. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a jamais regagné, c'est qu'elle est pas facile à gagner cette médaille. Donc c'est une équipe de tournoi qu'il faut. C'est pas un match. Il va falloir récupérer, être frais. Faut pas faire beaucoup d'erreurs. Hein. Non, faut pas faire beaucoup d'erreurs. On est dehors sinon. Hein. C'est ça. On est vite dehors. Mais bon, là. C'est pareil pour tout le monde. Vous étiez resté jusqu'au bout et c'est un vrai plaisir. Merci encore donc François Brisson. Aymeric, eh bien on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle interview. Alors on aura peut-être un coéquipier ou plusieurs coéquipiers de François Brisson. On pourra avoir bien évidemment d'autres sports, d'autres catégories, puisqu'on va aller en route pour les Jeux Olympiques et on veut avoir plein de témoignages de toutes ces légendes du sport qui nous ont fait rêver. Et puis si vous êtes sur les podcasts, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles si cela vous convient, si vous aimez les gens du sport, si vous aimez nos interviews, et n'hésitez pas à en parler. Les gens du sport, bien c'est du podcast et c'est également sur la chaîne YouTube, puisque vous le savez, on en fait une petite vidéo de cette grande interview. François, merci, à très vite et puis passez de bons Jeux Olympiques alors. Ouais, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez, au revoir. Aymeric, à très vite et on se dit pour une prochaine interview. Au revoir. La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous a présenté les podcasts Légendes du sport.